Bien, bonjour tout le monde. Il est midi et 32 minutes. Le mercredi assez culturel, puisqu'on va commencer tout à l'heure avec M. Jackie Jalem. M. Jackie Jalem, c'est l'école Cabois qui explique nous petit moins rendez-vous là, les Guadeloupéens qui aiment tamboula, qui aiment goura, qui aiment danser, puisqu'il est chorégraphe et diplômé d'État. On va pas n'importe qui. On va recevoir aussi Rodrigue Soliti, directeur du général par intérim du CTIG. Plus tard, nous connaissons Lucien Sulcher. Son ministre mettait un livre de rôle, la position du PSG. Le PSG, ça savent que ça y est. Moi, ça va apprendre. Et après, on va recevoir Mme Geneviève Bruno, Réussir des challenges. C'est aussi un deuxième livre. Et on va recevoir plus tard Raïssa Nagapin. C'est une danseuse guadeloupéenne d'origine indienne qui a fait un bel show de danse au niveau de la culture, ça qu'a fait. Et puis on va terminer avec Martine Fazer. Comme tous les mercredis, Martine Fazer, c'est la culture selon Martine. Sinon, l'actualité, c'est signature de convention pour le lancement du Conservatoire botanique national. On va faire un petit tour pour tout à l'heure sur ça avec Charlie Dagonia. Ensuite, la signature du contrat de ville pour justement la délinquance. C'est Nicolas Hattie qui a fait le sujet. On en parlera tout à l'heure. Ciné débat sur les luttes ouvrières et d'aujourd'hui, c'était hier soir à Abemao. Et c'était un film qu'on connaît bien, La Machette et le Marteau. C'est un vieux film, mais finalement, il a résumé un paquet qui a fait tant à ça que mon tendance à oublier. Mais c'était une belle manifestation. Il y avait Julien Mérillon, mais aussi Rosan Mounier. Il parlait de ça qui fait quelques années pour les jeunes qui battent connaître l'histoire pays-là. Et puis, signature d'une convention entre Corsair et le comité régional de cyclisme. C'est-à-dire que le Tour de la Guadeloupe commençait qu'à prendre ballon et qu'à prendre ballon en avion, puisque qu'il y a des gens qui sont sortis en France, qui sont sortis de tous côtés et ils ont comme en avion, et c'est la raison pour laquelle ça a été fait. Voilà ce qu'on peut faire. On fait rapidement un petit tour sur la signature de convention pour le lancement du Conservatoire botanique, et après on revient avec M. Jackie Jalem. C'est parti. Donc, les conservateurs botaniques nationaux, ce sont des référents pour toutes les questions de flore et d'habitat sur les territoires. Il y a 13 conservatoires nationaux sur le territoire français. Il y en a aussi dans les Outre-mer, en Martinique, à La Réunion, et désormais en Guadeloupe. Et donc notre rôle, c'est d'être en appui à l'ensemble des acteurs qui ont besoin de données floristiques sur le territoire. Et la donnée floristique, c'est ce qui est indispensable pour aménager le territoire. Il faut qu'on soit capable de détecter nos habitats, de qualifier ces habitats, de savoir où sont les espèces à préserver pour pouvoir ensuite aménager. À la fois, c'est un outil de rayonnement pour la Guadeloupe, mais c'est aussi un outil de reconnaissance de cette biodiversité exceptionnelle que nous allons mieux connaître, mieux accompagner et outiller face au changement climatique qui peut avoir un impact sur les espèces végétales et sur les champignons et qui seront étudiés par le conservatoire, qui a des missions à la fois de banque de données, donc qui va accumuler de l'information pour aider ensuite les collectivités, les gestionnaires d'espaces naturels, l'État à prendre les bonnes décisions pour conserver le plus longtemps possible et restaurer parfois la nature aussi lorsqu'elle a été dégradée sur les îles de Guadeloupe. Nous nous sommes beaucoup inspirés de ce qui n'avait pas marché dans ce conservatoire pour pouvoir le reconstruire et assurer sa pérennité. 4 piliers, un pilier technique et scientifique, un deuxième pilier qui est le portage politique. C'est très important et ce portage politique est assuré par l'Agence régionale de la biodiversité puisque vous le savez, nous sommes encadrés par des membres fondateurs comme la région Guadeloupe, comme l'Office français de la biodiversité des îles, de l'Office de la biodiversité, le département et l'État. Et enfin, un pilier administratif et financier. Et le pilier financier est apporté par l'agrément puisque c'est près de 400 000 € de fonctionnement annuel qui vont être dédiés à ce conservatoire botanique. Alors je suis très heureux parce que ce sont des années de travail, c'est l'aboutissement de travail de plusieurs dizaines d'années et je suis très heureux que ça se passe, que la Guadeloupe ait obtenu son agrément pour le conservatoire botanique, cette reconnaissance nationale, et en plus doublement heureux parce que ça se passe à Goyave sur le territoire de la commune que j'administre, et franchement on est cette
reconquête de la biodiversité. Et aujourd'hui, la reconnaissance qui est donnée par l'État avec la présence de Madame Célia de Lavergne, la directrice générale de l'eau et de la biodiversité du ministère de la Transition écologique, moi je peux être que content. Voilà, et j'ajoute même que la biodiversité, c'est une des caractéristiques particulières de notre pays et ça sert beaucoup au développement touristique. Je profite pour saluer l'arrivée de Monsieur Solitude. Bonjour. Bonjour, monsieur Zandonis. Merci d'être là. On revient vers vous dans un instant, parce que vous avez des choses intéressantes à nous dire. Je me retourne vers monsieur Jackie Jalem, puisque Jackie Jalem donne deux rendez-vous de danse, jeudi 29 et le 31. Alors, expliquez-nous, l'école Cabra. Qu'est-ce que ça y est, Jackie? Bien, bonjour tout le monde. Bien, bonjour. Mais l'école Cabra, c'est l'école Goka qui a monté en 2005. Après une série d'expériences, la Thierry Chabin, le Café Mémorial Chabin, d'autres. Et donc depuis 2005, on a fait des stages en plus de mon cours tambour et danser pendant l'année là, on a fait des stages. Et là, on a fait plusieurs expériences en stage en mai, mais là on a pensé qu'on a trouvé quand c'est fait. Nous avons fait là, on comptait des moments dansés. Il y en a qui puissent si modernité, mais toujours à partir des Goka et un peu traditionnel. Donc c'est un concept qui est en train de mettre en place pour que Cabra qui fait chaque année, mais en mois de mai. Et que petit à petit, que l'année, ça investit en nous, parce que mai sont moments forts à l'histoire Guadeloupe. Et nous, que l'année, ça avait des moments à l'histoire en nous pour dans l'année qui vient. Alors, est-ce que l'école Cabra, c'est pour des jeunes ou bien c'est pour toute qualité de monde? C'est pour toute qualité de monde, c'est des jeunes et puis des grands. Là, c'est dans ce stage-là, c'est pour grand monde, mais aussi on a fait aussi de l'atelier pour tout le monde. Et puis, on a aussi intervention dans cette école-là, en Angleterre. Alors, ça a fait tout pour lui, bien évidemment. Oui, ça a fait tout pour lui. Parce que c'est bon pour lui. Oui, c'est bon pour lui. Mais à part les plages, quand même, ça a fait. Non, ça n'a pas fait ces plages-là. Ça a fait à nos foyers à Charlotteville. Et ça qui fait aussi petit à petit de l'autre côté, puisqu'on a roulé aussi à Sonis, dans son culturel Sonis. On a essayé de danser là, puisque nous avons des marches. Bon, le conservatoire, mais là, les métamaniacs qui viennent parler de ça. Et voilà. Donc, l'année là, le 29, c'est qu'on l'a décidé de danser avec Pascal Désiré. Oui. Pascal Désiré, qui est son chorégraphe, qui a travaillé l'INA Blue, qui a travaillé l'INA, et qui a payé l'autre boy, il a retourné ou mettre en route avec l'INA. Donc, l'ICAF. Chorégraphe diplômé d'État, c'est ça? Chorégraphe diplômé d'État en jazz en contemporain. Il est en train de monter un concept alentour à corps, à son, à corps, donc l'expression corporelle, plus en moderne, mais toujours à base là, c'est Goka. Et samedi 31, c'est qu'il y avait moins. On l'a décidé là, nous allons apprendre à danser. Là, c'est plus. Alors, c'est deux rendez-vous, hein? Deux rendez-vous. Alors, jeudi 29 mai, et puis Pascal Désiré. À partir de 9h de matin, c'est ça? Oui, à partir de 9h de matin. Pascal Désiré. On travaille ici en 3 corps, assis son. Et 31, samedi 31, toujours à 9h de matin, 9h à 11h. Là, c'est que moi, là, nous travaillons ici, grage. On l'a essayé dans ces grages. En cas posant une question que vous venez tout à l'heure, combien de temps pour apprendre dans ce Goka? Bien. Mais ça va dépendre des gens, puisque il y a des gens qui apprennent plus vite que d'autres. Dans ces Goka, bien même là, il faut prendre 2-3 années. Mais il y a des gens qui ont absorbé, qui ont s'ouvert les informations publiques. Et l'autre qui ont moins pour le rythme, pour la latéralisation, pour d'autres. Donc, il y a une série d'habitants qui pour le rythmique, donc tout ça, on va travailler ça. Donc, ni gens qui apprennent plus vite que d'autres, ni gens qui peuvent penser en 3 ans, 4 ans, en 10 ans. Ça va dépendre des gens là. Nous sommes en radio et nous avons abouti ça pour là. J'ai un livre ici, jouer Goka, qui est un livre ici dans ces Goka. Mais j'ai un livre ici dans ces Goka, mais qui est d'autres livres. Ni ta Raymond. Ni ta Raymond, et puis ni travaille à l'ENA. L'ENA Blue, Bigidi. Oui, mais Kenny d'autres. Kenny d'autres? Oui, Kenny d'autres. Bon, même que ça, on vient côté tout à l'heure, on a vu que vous vivez côté M. Rodrigue, mais aussi d'être là. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était là, bien pour l'inauguration de la maison du tourisme de Bastéo. Alors, ça veut dire, puisque vous êtes un Bastéoien aussi, qu'enfin le tourisme va se développer vers Bastéo.
Bonjour, rebonjour Monsieur Zantonis, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices de Canal 10 et singulièrement de votre émission. Effectivement, ce fut un réel plaisir d'assister à l'ouverture de cette antenne, de cet accueil de l'Office du tourisme du Grand Sud Caraïbes. Et je profite de l'occasion pour saluer la présidente de l'Office, Madame Patricia Baillet, et de son directeur, Monsieur Aldo Chevry, en présence de la présidente du comité du tourisme des îles de Guadeloupe, Madame Valérie Samuel Césarus. Nous avons été très heureux qu'il y ait cette antenne, enfin, qui puisse représenter cette partie des îles de Guadeloupe, puisque la Basse-Terre, à elle seule, cet office regroupe 3 îles. La Basse-Terre, une partie de la Basse-Terre proprement dite, mais aussi terre de haut et terre de bas. Donc il était nécessaire de mettre un petit peu d'ordre là-dedans, d'organiser, de structurer l'accueil des visiteurs singulièrement qui iront dans cette zone. Et nous le verrons si vous le voulez un petit peu plus tard, mais c'est une partie de notre archipel, c'est une offre touristique qui attire de plus en plus la clientèle étrangère et singulièrement celle qui vient du Canada, parce que c'est où on trouve énormément de randonnées, des chutes, des cascades, c'est où se trouve la soufrière, c'est où se trouve les chutes du Carbet, c'est où se trouve le Bleu avec le centre de plongée, on dit l'îlet Gosier, mais qui est connu sur l'îlet Cousteau. Donc c'est vraiment un pan de notre offre touristique qui a été mise en valeur et structurée et qui travaille main dans la main avec le comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Justement, c'est ça qui est intéressant, puisque vous êtes président directeur du CTIG, donc ça veut dire qu'aujourd'hui la Guadeloupe, comme on dit, c'est 2 pans. Le papillon a ses 2 ailes. Alors, le CTIG regroupe l'ensemble du territoire, c'est-à-dire les 6 îles, puisque nous portons la stratégie du développement touristique sur les différents marchés cibles prévus et orientés, notamment dans le schéma régional du développement touristique et des loisirs que porte la région Guadeloupe. Mais aussi, nous portons un axe important sur la culture qui est porté par le conseil départemental. Donc, nous faisons le lien entre ces 2 collectivités majeures, la collectivité majeure qui est la région, qui est notre principal bailleur de fonds, mais aussi le département, afin de valoriser au mieux sur les marchés cibles, les marchés qui nous intéressent, avec une clientèle qui nous intéresse, pour mettre en avant la destination des îles de Guadeloupe. Donc, l'OT du Grand Sud Caraïbes regroupe une partie de la Basse-Terre, puisqu'il y a aussi l'OT du Nord Basse-Terre, avec lequel nous travaillons aussi main dans la main, plus les autres OT qui se trouvent dans la Grande Terre et la communauté, comment dirais-je, l'Office de tourisme de Marie-Galante, avec lequel nous entretenons des liens de partenariat pour valoriser l'ensemble du territoire dans sa diversité, et c'est ce qui fait notre richesse. Globalement, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que le tourisme a repris, entre guillemets, son ballon? Alors oui, le tourisme a repris son ballon, pour reprendre votre expression, depuis 2022, parce qu'on sortait, n'oublions pas, on ne va pas le répéter, la crise du Covid. C'est vrai que très souvent, on reste fixé sur 2019, qui a été une année référence pour le tourisme. Il y avait un pic même au niveau du transport aérien. Tout à fait. Mais il faut recontextualiser chaque chose. Puisqu'en 2019, rappelez-vous, c'était un petit peu le ciel, c'était le monde à ciel ouvert. Nous aussi, on y a participé avec plein de compagnies qui ont été créées, qui ont été intéressées par nos destinations, XL Airways, Norwegian Airways, et j'en passe. Mais toutes ces compagnies, avec la crise, sont tombées. Et il s'avère qu'aujourd'hui, le tourisme s'est concentré plus vers une clientèle qui a les moyens de voyager et qui peuvent se permettre des voyages avec des coûts un peu plus élevés. Rappelez-vous, en 2019, vous veniez en Guadeloupe pour 300 €, 280 € même pour certains billets. Donc forcément, c'était à la portée d'une clientèle qui aujourd'hui n'a pas forcément les moyens de venir. Mais pour autant, nous ne sommes pas en reste, puisque la destination a conquis d'autres marchés, mais aussi il y a eu un glissement naturel qui s'est fait, une sélection, on va dire, naturelle qui s'est fait au niveau de cette clientèle sur le national et sur l'Europe. On voit qu'Air France a mis 6 vols, un vol journalier sur Charles de Gaulle pour pouvoir desservir une clientèle européenne et notamment allemande qui nous intéresse et qui répond de plus en plus à notre appel du pied, à la promotion que nous faisons sur ce marché-là. Donc oui, les îles de Guadeloupe repartent, on améliore. On a vu qu'en le premier trimestre 2025, les chiffres sont meilleurs
que ceux de 2024, puisqu'on connaît une augmentation de 4% de la fréquentation. On voit que sur le marché canadien, là aussi, nous sommes dynamiques, puisque vous avez entendu la nouvelle, nous avons obtenu une desserte à partir de Toronto, sur la partie anglophone du Canada. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il ne faut pas croire qu'Air Canada, un beau jour, c'est un travail derrière qui est mené, il faut le dire, et je tiens à saluer mes équipes qui font un travail extraordinaire, l'ensemble de mes collaborateurs pour pouvoir créer cette dynamique. Mais aussi, je tiens à saluer le travail collaboratif qu'on fait avec l'aéroport, avec les équipes de l'aéroport, puisque ce n'est pas un travail seul du CTIG, je veux être honnête, puisque l'aéroport a travaillé sur ce dossier, mais le CTIG aussi a contribué, et singulièrement le dernier déplacement que j'ai fait au mois de mars, si j'ai bonne mémoire, où avec certains collaborateurs autour de moi, nous avons rencontré, on va dire, l'ensemble du directoire administratif d'Air Canada afin de défendre la nécessité de cette nouvelle ligne, et je pense que ça y a fortement contribué, entre autres en dehors du déplacement qu'on a fait avec l'aéroport à Rhodes au mois de février. Alors, je vous apprends rien, puisque l'année dernière, nous étions à Paris, où il y a la grande foire du tourisme, comme on peut dire, et je me manquais quand même que le guichet, on va dire le guichet de Guadeloupe était très, très, très achalandé. Et en plus, je remarque que de plus en plus dans la presse française et même anglaise, la destination Guadeloupe est de plus en plus prisée. Alors, quels sont les éléments qui font que la Guadeloupe marche aussi bien? Alors, il y a de l'innovation, il y a le travail que l'on fait, il faut le reconnaître, ainsi que les professionnels, je veux dire, les professionnels qui exercent, qui vivent de ce métier, les hôteliers, les hébergeurs, ceux qui font les activités de loisirs touristiques, toutes ces personnes enrichissent l'offre touristique de la destination. Mais c'est aussi comment on a mis un peu le pan de la destination. Vous vous rappelez le stand? Vous savez, un produit, lorsque vous l'achetez, avant de le goûter, vous allez d'abord voir le produit. Quand vous allez chez votre pâtissier, le coup de cœur se fait d'abord sur la vue. Et ensuite, vous avez le goût. Dans le cas des îles de Guadeloupe, c'est pareil. Dans le tourisme, c'est comment on se présente, comment on se vend. Et vous avez remarqué en 2024, sur ce stand, on était remarquable. D'ailleurs, on a obtenu, c'est notre stand qui avait été repris par l'organisateur sur son visuel. Et je vous invite, Monsieur Zandronis, à venir voir ce que nous préparons pour 2000 septembre. Ça va être du high level. Alors, il y a quelque chose quand même qu'il faut dire, parce que souvent, je le dis ici, que les Guadeloupéens ne se rendent pas compte de la richesse patrimoniale, touristique, l'offre de la Guadeloupe, parce que quand on dit CTIG, c'est île de Guadeloupe, Panier, Guibasset, La Pointe. Exactement. D'ailleurs, vous savez, depuis mon arrivée à la tête du CTIG, vous avez vu, avant on communiquait sur 5 îles. J'ai scindé terre de haut, terre de bas, parce que je me disais, c'est une aberration d'enfermer ces deux joyaux sur le vocable des 5. Donc, il y a terre de bas et terre de haut. Nous avons 6 îles, et c'est une réalité. 6 îles à habiter. Qui sont toutes différentes. Toutes différentes, tant dans la géographie, mais aussi même dans la personnalité, dans l'attitude des personnes, et ceux qui créent cette richesse touristique. C'est vrai qu'on a tendance à être un petit peu, je vais dire, un terme qu'on utilise souvent, guadeloupéen bashing. On aime bien se taper dessus. On n'est pas assez chauvin. Voilà, on n'est pas assez chauvin, on ne met pas assez en valeur ce que nous avons. Ce qui nous singularise par rapport à nos concurrents de la Caraïbe, c'est que nous sommes un archipel, mais pas un archipel monoproduit. Nous sommes un archipel avec 6 produits différents. Parce que chaque île, c'est une destination, c'est un produit atypique. Vous prendrez par exemple les îles Vierges, où on est allé à... j'ai dit le nom tout à l'heure, à Bahamas, merci, Bahamas. Il y a plusieurs îles, mais chaque île se ressemble. C'est un monoproduit, c'est du bleu, du bleu, du bleu, ça se ressemble, c'est magnifique, mais on n'a que du bleu. La Guadeloupe, vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je dis quelque chose. Quand on est à Vieux-Habitants, on n'est pas à Port-Louis. Exact. Et vice-versa. Et vice-versa. Et quand on est à Terre de Haut, on n'est pas à Terre de Bas. Quand on est à Marie-Galante, on n'est pas à Désirade. Et même quand vous êtes en Basse-Terre, quand vous êtes dans le Nord Basse-Terre, c'est pas pareil que le Sud Basse-Terre. La côte au vent et la côte sous le vent, c'est déjà une différence. On a une diversité incroyable. D'ailleurs, je crois savoir, et c'est des Français qui sont venus ici, qui ont fait les îles, nous disent que dans les petites îles de la Caraïbe, on est vraiment numéro 1 de loin. De loin pour beaucoup de choses. Que ce soit pour la cuisine, pour le paysage, pour la musique. Enfin, on a un patrimoine extraordinaire. Et j'abonde dans votre sens, c'est rempli de sens ce que vous dites. Effectivement, ce qui fait en plus notre richesse, c'est toute cette diversité humaine,
culturel, patrimonial. Votre invité à côté de moi, à travers le gros cas qui est inscrit au patrimoine. Tout à l'heure, je reçois Raïssa Nagapin, qui va faire un grand spectacle de danse indienne en Guadeloupe et de danse indienne de Guadeloupe. Nous sommes la deuxième communauté indienne, donc on voit bien la richesse. À Port-lui aussi. Exact. Non, mais c'est incroyable. Je crois qu'il faut beaucoup dire ça au Guadeloupe, pour ça rentrer en nous. Je vais vous raconter une anecdote. On a fait venir au mois de décembre 5 ou 6 influenceurs et journalistes canadiens. Et plusieurs ont dit, en un jour, ils ont fait plus de choses que d'autres endroits ils sont allés. Je ne dirais pas où. En un jour, il y avait une telle... Alors, je ne veux pas dire qu'on est les meilleurs, soyons pas non plus nombrilistes, mais on n'est pas mauvais, on est bon. Il faut simplement qu'on le mette en avant et qu'on puisse le dire. Et je voudrais quand même mettre un petit point sur, un petit bémol. On a un effort à faire sur la propreté. Oui. Je tiens à le dire. Absolument. Je tiens vraiment. Ça, c'est les communes. Il faut que les communautés d'agglo quand ils nettoient la Guadeloupe. Alors, les Guadeloupéens ici ont une attitude citoyenne. Je pense qu'on prendra l'initiative au CTIG. J'en ai discuté avec la présidente qui abonde en ce sens, Madame Césarus, afin de faire une table ronde avec l'association des maires et tous les maires de Guadeloupe, mais aussi les présidents de PCI, notre collectivité majeure de rattachement qui est la région, qui a construit, rappelons-le, un nombre important de déchetteries gratuites pour la plupart, qui beaucoup sont ouvertes 7 jours sur 7. Il est important qu'on puisse comprendre, sensibiliser les Guadeloupéens là-dessus, procéder au ramassage, mais souvent on voit qu'on ramasse et le lendemain il y en a autant, alors que les déchetteries sont là. Si on veut aller chercher, continuer à faire venir des touristes, notamment singulièrement ceux qui viennent du marché d'Ache, c'est-à-dire Autriche, Allemagne, Suisse, on a besoin de faire cet effort. Même pour nous, parce que la présence d'immondies, de débris, c'est aussi une pollution sanitaire. Mais pour nous, puisque c'est... Pour l'hygiène même du Guadeloupéen. De chikungunya, risque de dingue, pollution visuellement. Donc on a ce travail à faire et je pense que si on conscientise tout le monde et si un petit peu de répression, parce que là, c'est les maires qui sont compétents en la matière, si un petit peu de répression, je pense que la minorité qui conduise à cette situation comprendra et on ira dans le bon sens pour la destination en améliorant et pour nous-mêmes, pour notre cadre de vie, pour que la Guadeloupe soit plus belle. La Guadeloupe, c'est à nous toutes, nous qu'a dit, nous aimer dit. Mais si c'est à nous à nous protéger et à nous aimer. Vous dites que avant de partir, il faut dire un petit mot quand même sur votre application parce que c'est une nouveauté. Oui. Merci. Non, il faut dire ça quand même. Là, on peut dire bon. Alors, c'est vrai qu'on a lancé l'application officielle de la destination, Hello Guadeloupe, qui connaît un vif succès puisque nous sommes autour des 20 000 téléchargements en 2 mois, ce qui est quand même pas mal. Nous allons faire un gros forcing. Nous sommes en train de nouer un partenariat avec le Tour cycliste de la Guadeloupe, les organisateurs. Nous serons sur le tour normalement si tout se passe bien. Donc tous les Guadeloupéens auront le temps de voir l'application et j'invite aussi bien les particuliers mais aussi les professionnels à monter sur l'application, à se faire référencer, c'est gratuit. Ils pourront mettre en valeur, en avant leurs produits, mais les Guadeloupéens aussi, en ayant l'application, ça va leur permettre de pouvoir bénéficier d'offres exclusives pour eux, de last minute. Et ce sera sans doute aussi, si on y parvient, on va y parvenir, c'est de faire de l'application officielle du Tour cycliste de la Guadeloupe. C'est-à-dire aucune application, on peut savoir la tour là, qui côté Caille, pilan, qui Monica gagné. Résultat, tout ça. Exactement. Bien, alors, Audition, merci d'être venu. Merci, monsieur Antonis, de m'avoir invité. Avant septembre et après septembre. Bien évidemment. Deux rendez-vous. Deux rendez-vous, si bon Dieu bon. Bon. Dire rendez-vous à vous à présent. Oui, jeudi 29, avec Pascal Désiré, on travaille entre la modernité, et samedi 31 mai, toujours, avec moi, avec Jacques Jalem. Alors, nous avons au téléphone quand même, il faut bailler. Oui, alors pour inscrire, le cas téléphoner au 06 90 57 42. Oui. Voilà, et nous aussi. Carité place. Oui, carité place. Carité place. Il peut venir. Merci de venir. Nous ensemble, et nous qui trouvons place pour nous travailler. Oui, vous dites bon travail, continuez par la guerre. Merci en pile, merci Dani, et puis de travail. Bon, nous là pour aider, nous là pour garder la Guadeloupe force, et c'est ça qui est bon. 12h56, on prend la première pause, et on se retrouve tout à l'heure avec nos écrivains, Madame Geneviève Bruno et Monsieur Lucien Fulcher. À tout de suite pour la suite des événements dans le ZC là tout à l'heure.
Voilà, exactement 13h03. Je vous l'ai dit, le mercredi, c'est un jour culturel, puisqu'on reçoit souvent des gens qui parlent de culture. Tout à l'heure, c'était de Gouka. Maintenant, on va parler de livres, puisqu'on va recevoir Lucien Fulcher. Bonjour. Bonjour téléspectateurs. Il est l'auteur de ce livre, Le Polisson du PSG. Je vous expliquais tout à l'heure ce que c'est. Et puis, on attend Madame Geneviève Bruno, issue des challenges. Mes challenges, pourquoi pas. Tous les deux sont aux éditions Nestor. On y revient dans un instant. Le temps d'aller faire un petit tour pour la signature du CLSPD. Et c'est Nicolas Hatsi qui était sur place. On regarde. Dans le cadre de la réactivation du CLSPD, donc du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, la ville a à cœur de mettre en place des actions. C'est la première action de l'année à destination d'un public de scolaire, une action de sensibilisation aux dangers des addictions. C'est vraiment pour moi un très bon moment parce que c'est toujours un plaisir d'être à la rencontre des jeunes et de pouvoir offrir à ces jeunes-là de l'écoute, une communication, une bienveillance sur des sujets qui peuvent être très compliqués des fois quand on le vit, mais quand on le voit aussi dans la société. Je retiens que la drogue, il y en a différentes, il y en a de différentes et surtout, elles ont toutes quasiment le même effet. Donc, l'effet d'en vouloir encore plus à chaque fois, mais à force, on devient de moins en moins réceptif à la drogue et du coup, on essaye d'en avoir plus. Tout ce qui est fumé, boire, c'est pas bon pour la santé, c'est des addictions et c'est des indépendances aussi. Et qu'il faut pas prendre tout ce qui est drogue, alcool. C'est pas bon pour la santé, ça mange notre foie, ça mange le cerveau. Je trouve que c'est une bonne action pour tous les jeunes parmi nous et que ça nous apprend aussi certaines choses que nous ne savons pas dans la vie, sur notre corps. On a tenu à avoir deux publics différents du territoire. Donc, c'est le lycée de Gourbert de Blanchette et le collège Richard Samuel. Les élèves avaient déjà été sensibilisés aux addictions par la gendarmerie. Et nous, notre action, vraiment, on a tenu à ce que ce soit une action interactive, vraiment l'élève au cœur du dispositif. Ce matin, je voulais vraiment leur expliquer que peu importe la substance dont on va parler ou le comportement addictif, cela remplit toujours une fonction. Donc, ce que j'ai aimé leur apporter ce matin, c'est le pourquoi vous avez des amis ou des personnes de votre entourage qui consomment et pourquoi vous, des fois, vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui vous fait aller bien mieux que comme vous l'étiez avant. Donc, quand ils font le lien, et puis c'est ça, leur expliquer au niveau du cerveau, le système de récompense. Pourquoi est-ce que je deviens dépendant de quelque chose? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une addiction? C'était vraiment poser des bases un peu de ce qu'on apporte en intervention et je pense que ça a été accueilli par les jeunes. Ils ont découvert leur système de pensée. Ils ont, au niveau cérébral, le système de récompense et c'est ce que je voulais ce matin. Oui, 6 minutes, je vous l'ai dit, on va parler de littérature avec deux auteurs, Lucien Fulcher qui est avec nous, qui a écrit Le Polisson PSG. Mais avant de lui donner la parole, je voudrais quand même revenir sur deux choses qui m'ont frappé. Je remercie pour mon institutrice du CED, Mme Eogon Micheline, qui, par son appréciation de mes rédactions, a réussi à me transmettre le virus de l'écriture depuis mon plus jeune âge. Mais plus loin, je vois un texte de Harry Jeanne qui dit « Quand un auteur décide d'écrire un ouvrage, il doit faire face à deux difficultés principales. D'une part, aura-t-il suffisamment de matière pour mener à bien son histoire? Et d'autre part, arrivera-t-il à capter l'attention des éventuels lecteurs ?» Et croire que l'on pourra écrire n'importe quoi sans que fil conducteur, sans qu'une tête ne suffira pour connaître le succès, c'est fou. Alors, effectivement, en lisant ça, on se rend compte bien que vous aimez écrire, monsieur Fulcher. Depuis mon plus jeune âge, comme je l'ai dit, je prends une feuille de papier, j'écris ce qui se passe devant moi, ce que j'entends, je transpose ça et puis voilà. Oui. Et donc, le polisson du PSG, alors moi qui suis supporter du PSG, ça dit, pourquoi le PSG est un polisson? Je voyais le titre du bouquin, je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Et puis après, j'ai fini par comprendre que PSG, c'est... Le plateau Saint-Germain, c'est un du plateau Saint-Germain à Gosier. Et encore, ça se ressent encore au Saint-Germain, c'est là où le PSG s'entraîne. Bon, alors, qu'est-ce qui a été à l'origine de cet ouvrage, il faut le dire, qui est très, très bien écrit, il faut l'admettre.
et très fluide dans l'histoire même. L'histoire est vraiment complète, hein, complète. Et je crois que, je le dis à des Guadeloupéens qui me regardent, hommes et femmes, c'est à lire. Parce que en lisant cet ouvrage, vous êtes obligé de vous poser des questions. Je n'en dis pas plus. Sur son existence. Oui. Alors, comment c'est venu l'idée? L'idée, c'est venu simplement lorsque je vois la génération d'aujourd'hui, oui, qui ignore totalement ce qui existait avant. Je prends un cas très simple. Si aujourd'hui, on attache un enfant avec un ruban de tissu à une table et à sa cheville, oui, on va appeler les services de l'ordre et tout. Absolument. Alors qu'avant, ça se faisait. Oui. Pour limiter les rayons d'action, on attachait l'enfant à la table pendant que la maman allait vaquer à ses occupations. Oui. Il y avait ça. Il y avait aussi des trucs qui se passaient dans le quartier qu'on ignore totalement. Donc c'est pour faire un retour, montrer que ça existait, ça nous a permis d'exister. Oui. Et avec l'évolution, on a tendance à oublier certaines choses. Mais remettre ça au goût du jour. Et surtout, je vais poser une question et là je demande la possibilité d'inverser les rôles. Est-ce que je peux le faire? Pour une fois, je vais accepter. Voilà. Rare, hein, mais je l'accepte. Alors, si je dis polisson, oui, on pense à quoi? On pense à qui? Alors, premièrement, il y a une chanson sur Polisson que vous connaissez sûrement. Absolument. Oui, c'est comment ça s'appelle ce chanteur? Francky Vincent. Francky Vincent. Il y a Martiniquais aussi qui a fait une chanson sur Polisson, etc. Voilà. Le groupe très connu de la Martinique. Et donc, quand on dit Polisson, on se pose des questions parce que polisson, c'est un terme qui porte quelque chose. Hein, qui est vaste, mais qui cible. Qui cible bien, qui dit bien quelque chose. Un polisson, c'est quelqu'un qui est un petit peu, comme on dirait aujourd'hui, borderline, qui est un petit peu particulier. Filou dans un sens bien précis. Voilà, toujours dans un sens bien précis. Donc, le polisson, alors justement, et le polisson, alors, quand on lit le bouquin, on se rend compte que ce polisson-là, il a une belle petite vie, finalement. Une belle petite vie, certes, oui, mais il a toujours su tirer les enseignements de son côté polisson. Tout à fait. Et du coup, je poserai une autre question. Voilà, je poserai une autre question. Il n'exagère pas. Voilà, je poserai une autre question. Qui n'a pas été polisson au Guadeloupe? Est-ce que vous l'avez été? Je crois que beaucoup de Guadeloupéens ont été polissons, même sans le savoir. Pour se découvrir, voilà. Il faut lire ce livre. Pour se découvrir, pour voir d'abord c'est quoi un polisson et à quel moment on a été polisson dans sa vie. Oui, et comment en sortir aussi. Voilà, comment surtout. En sortir, parce que c'est un petit peu ça, cet ouvrage, parce que, en fait, vous racontez, au départ, la traversée un petit peu de sa vie, de la Guadeloupe vers la France, retour, etc. On va le dire, de ses conquêtes féminines aussi. Il faut le dire. De l'attitude des femmes aussi. Parce que dans le bouquin, il n'y a pas seulement le polisson. J'ai presque envie de dire, il y a des polissons aussi. Oui, et il y a aussi le mode de vie. Oui, le mode de vie. Puisqu'on voit un petit clin d'œil à d'autres générations, à ce qui se passe actuellement aussi. Alors, est-ce que, de votre point de vue, s'il fallait écrire un bouquin sur la vie d'aujourd'hui, ce serait pareil? Je dirais qu'il faudrait oser le faire. Oui. Il faudrait oser le faire. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire actuellement. Il y a beaucoup de choses qui se font. La situation a beaucoup évolué par rapport à ce que vous racontez. Parce que ça, c'est quoi? C'est l'époque 70 à peu près. Voilà, 70. Oui. Ça a évolué. Oui. Ça a beaucoup évolué. Dans quel sens? C'est-à-dire que le côté parental qu'on avait et qui avait encore le contrôle. Oui. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les parents ne contrôlent plus les enfants. Oui. Les parents subissent aujourd'hui. Oui. Ça, c'est mon point de vue perso. Oui, non, d'accord, les parents subissent. Donc, il y a encore des choses à faire. Oui. Mais je pense que, pour moi, ça devrait ramener certaines choses, certaines personnes à la réalité aussi. Alors, est-ce que, je vous pose la question maintenant, est-ce qu'un polisson, c'est vraiment quelqu'un de mauvais dans la société telle que vous racontez à cette époque-là? Ou alors, est-ce que le polisson, c'était... il n'est pas plus mauvais que les autres? Ce n'est pas quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un qui découvre la vie, mais qui malheureusement découvre la vie côté jupon, j'ai envie de le dire clairement. sous les jupons. Voilà, on peut le dire, Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ses conquêtes ou à travers ses bêtises, si on peut employer ce terme, il va prendre conscience, il va grandir, il va s'assagir. Chose que beaucoup de personnes n'ont pas réussi à faire jusqu'à présent. D'accord? Et j'ai envie de faire... je vais me faire taper sous les doigts, mais je vais le faire quand même. Allez-y. Lui, en face de moi, qui a lu ce livre, en arrivant, il m'a sorti Maria. Je vous invite à lire ce livre parce que ça l'a marqué, lui. Il va pouvoir dire le pourquoi. Oui, bien sûr. Non, c'est vrai. Et alors,
Alors, moi, je vous pose la question. Vous avez été aussi très polisson? J'ai été guadeloupéen. Ah bon, Guadeloupéen, c'est de polisson? Il y en a. En tout cas, c'est un livre à lire et qui se lit de façon très facile, parce que l'écriture est, comme j'ai dit, très fluide. Et c'est très drôle, hein, c'est très drôle. Mais c'est vrai que c'est une image aussi d'une période de la Guadeloupe, du rapport homme-femme. Il n'y a pas de violence. Rapport de la société guadeloupéenne, tel qu'elle a été à un moment donné, où il y avait moins de violence sur les femmes. Absolument. Où les choses avaient quand même une autre consistance, on va dire. Il y avait toujours une solution, d'accord. Il y avait toujours une manière d'envisager les choses et surtout d'accepter l'autre tel qu'il est. Ça, c'était super important. Il y a une signature prévue? Pas encore. Il faudra voir ça avec l'éditeur qui prévoit tout ça. Ouais. En tout cas, à lire, et même à redire. Bien, alors, Madame Bruno est là. Alors, Madame Bruno, merci d'être là. Et j'ai lu aussi votre ouvrage. Alors, il n'y a rien de pollution dans votre ouvrage. Au contraire, c'est un ouvrage très technique sur le métier d'infirmière et de manager. Oui. Mais c'est un métier difficile, finalement. Oui. Et vous avez dit que c'était... Comment c'était? Comment c'était? Oui, j'ai entendu. Non, j'ai dit que c'est un livre qui est très technique et qui peut servir à des infirmières d'aujourd'hui, des étudiants, soit ou des managers d'aujourd'hui. Oui. Parce que le métier d'infirmière, finalement, c'est un métier où il faut d'abord aimer l'autre. Absolument. Oui. Absolument. Je crois que si on n'aime pas son environnement, ce que l'on fait et ce que l'on a envie de donner, je pense que ce n'est pas possible d'y accéder. Alors, j'ai remarqué quelque chose dans votre livre, Madame Bruno, que, je vous le dis, en général, quand les gens écrivent des ouvrages, ils ne mettent pas le nom des gens. Vous avez mis vraiment tous les noms des gens que vous avez rencontrés un peu partout pendant votre travail, les directeurs que vous avez rencontrés, etc. C'est volontaire? Oui, c'est volontaire parce que ce sont des structures qui ont marqué mon parcours, certes, mais aussi c'est la Guadeloupe et puis c'est la réalité de la Guadeloupe. Ce sont des personnes qui ont fait avancer les choses. Monsieur Chevaux, Monsieur Gamon-Rius, Monsieur Jolivière, ce sont des noms qu'on a connus, enfin, en tant que médias. Bien sûr. Ce sont des noms qu'on a entendus. Monsieur Céleste aussi. Bien sûr. Et alors, moi, j'ai envie de poser la question. Le métier d'infirmière, puisque vous avez été à la formation de gens. Oui. Est-ce que les jeunes infirmiers ou infirmières que vous avez formés avaient la vocation? Ou bien, parce que je vous pose la question, pourquoi? Parce que j'ai connu beaucoup d'infirmières, à un moment donné, qui étaient en milieu hospitalier, puis qui ont quitté, qui sont dans le libéral, ou qui ont fait l'inverse. Oui, mais si ces personnes partent au niveau du libéral, c'est pour aussi soigner, mais soigner autrement. Oui. Soigner autrement, c'est mieux en libéral à domicile. qu'à l'hôpital? Je ne sais pas, je pense que c'est une question d'organisation, une question de point de vue, une question de, comment on veut se développer. Est-ce qu'on veut se développer professionnellement dans une structure ou directement au chevet du patient à domicile? Ça dépend comment on entrevoit le métier. C'est vrai aussi, il y a peut-être l'effet sur le plan pécunier, c'est certes. Oui, c'est-à-dire en libéral, quoi qu'aujourd'hui en libéral, c'est pas comme il y a 10 ans. Non, mais ça demande aussi une organisation. Oui. Si on veut garder... Se réveiller à 4 heures du matin. Oui, voilà, c'est ça. Faire la tournée. Voilà, et puis la demande est autrement, parce que la demande est quand même à domicile. C'est l'ambulatoire, en fait. Ce sont des soins ambulatoires, vous voulez dire? Oui. Quand on est en libéral, c'est de l'ambulatoire un peu quand même? Oui, c'est ambulatoire. Non, ce n'est pas ambulatoire, puisque les infirmières vont à domicile, vont soigner à domicile, dans le milieu du patient. Mais le rapport n'est pas tout à fait le même qu'avec... Parce que souvent, l'infirmière libérale, je ne le dis pas trop fort, mais remplace presque le docteur, quelquefois. Non. Je dis presque, parce qu'elle est plus souvent, l'infirmière libérale est plus souvent avec le malade, le patient, que le médecin. Oui, mais l'infirmière se doit de respecter les prescriptions du médecin. Oui, tout à fait. Par contre, c'est l'exécution qui doit être différente. Mais le rapport quand même humain, il est différent.
Absolument, puisque c'est au plus près. Oui, c'est ça. Et j'ai vu ça. Et donc, vous êtes Mais passé... ce n'est pas une partie que je décris dans mon livre. Je ne décris pas l'exercice infirmier à domicile. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est voilà. pas ça. C'est un petit peu le côté formateur, formation, le côté formation, qui est très important. Voilà, tout à fait. Ouais. Le côté managérial. Oui, parce que j'ai vu qu'il y a des photos qui expliquent un petit peu tout le parcours. Oui. Vous avez eu un beau parcours quand même, mine de rien. Bah, écoutez, oui. Vous êtes parti de l'infirmière, simple infirmière, et vous avez gravi tous les échelons, pratiquement. Oui. Je veux plus être directrice d'hôpital. Comment? Je veux plus être directrice d'hôpital. Non, mais ce n'était pas mon choix, puisque pas votre choix. Je ne me suis pas tournée vers l'hôpital, mais vers les patients. Vers les patients et vers la formation. Et vers la formation, surtout le management. Le management. Voilà. Et c'est compliqué de manager des infirmiers, des infirmières. Non, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Parce qu'il y a des horaires qui sont compliqués quand même. Non, la question des horaires, ce sont des questions, j'allais dire, matérielles, c'est-à-dire comment on s'organise dans le temps et dans l'espace. Oui. Mais ce qui est important, c'est le rapport à l'autre. Oui. Et c'est toutes les qualités que l'on doit mettre en œuvre, justement, pour permettre de prendre en charge de manière, j'allais dire, personnaliser le patient. Parce que je vous dis ça, ce que vous dites, j'entends bien, mais je me souviens, il y a quelque temps, il y a eu quand même des problèmes, je ne dis pas de malveillance, mais de mauvaises relations avec des patients de la part d'infirmiers libéraux. Donc, je ne sais pas si nous devons, à ce propos et compte tenu de mon écrit, aller dans ce sens. Non, je vous dis ça, c'est par rapport à votre livre, ça m'a fait penser à cet aspect-là, parce que comme vous êtes formatrice, obligatoirement, vous voulez développer des relations humaines avec les gens qui sont en formation. Et quelquefois, il y a eu quand même, malgré ça, c'est pas à cause de vous, mais malgré ça, il y a eu de la maltraitance. Oui, mais... La maltraitance, oui, certainement, mais je crois que... Ah non, mais j'ai des cas précis. Si je vous dis ça, je ne crois pas en l'air. Hein. Oui, certainement. Oui. Bon, enfin bon. Oui. Alors, l'autre aspect, c'est que vous avez terminé votre carrière à l'ancien CHU, enfin, vous avez travaillé en France aussi. Vous ne connaîtrez pas très peu en France, très peu. Si vous êtes passé quand même quelques temps. C'est très peu, peu. Oui. J'ai fait mes études. J'ai à peine fait 1 an sur la métropole, à Rothschild notamment. C'était en mai 68. Oui, où j'ai vu ça. Voilà. Et en même temps, vous notez les événements de 67 quand même. Ah ben oui, parce que je devais retourner dans mon pays et la première des choses, c'était de connaître ce qui s'y passe. Et comment on vit. Le rapport à l'autre. Tout à fait. Voilà. Et c'est pour cela qu'il était important, même en étant très jeune, parce que j'étais quand même très jeune à cette époque, même en étant très jeune, si je veux prendre des responsabilités dans mon pays, il faut connaître mon environnement. Oui, tout à fait. Et je crois que l'environnement, c'était aussi mai 67. Oui, c'était certainement 68, après les événements de 67. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et ça a marqué le métier quand même. Non, je ne sais pas si ça a marqué le métier, mais je crois que dans ma pratique, il était important que j'aie dans la tête pour évoluer cet aspect de la Guadeloupe. D'autant qu'il faut savoir, quand on est jeune, à cette époque, c'était 62, 63, 60... La Guadeloupe n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, et dans la famille... Il n'y avait pas de CHU, c'était à Ricou. Vous étiez à Ricou à l'époque. Ah non, je n'ai jamais... Non, quand vous êtes arrivé, le CHU n'existait pas encore. Oui, mais je n'ai pas travaillé au CHU. C'était tout le début, du CHU. Oui. Mais j'ai travaillé à Basse-Terre. À Basse-Terre. Notamment à l'hôpital Saint-Hyacinthe, comme on disait. Oui. Voilà. Vous savez pourquoi Saint-Hyacinthe s'appelle Saint-Hyacinthe? C'est le maire de Hyacinthe-le-Richesse. Oui. Vous avez dû lire ça, alors? Mais c'était une collègue. Ah, c'était c'est complémentaire. Parce que je l'ai reçu ici, et raconte toute l'histoire de... Quand j'ai lu votre bouquin, je me suis retourné vers ça et j'ai vu que finalement... Voilà, c'était une collègue. C'était une de vos collègues. Oui. Vraiment, vous êtes sur la même longueur d'onde. Oui. Combien d'années il faut pour être formé maintenant? 3 ans. 3 ans? Oui. Mais c'est universitaire maintenant. Oui, c'est un diplôme universitaire maintenant. Oui. Et c'est vrai qu'une infirmière, après 3 ans de formation, peut continuer en médecine? Oui. Continuer, c'est-à-dire qu'il y a bien évidemment un cheminement. Voilà, un cheminement.
mettre en place. Mais bien sûr, on peut être infirmière et devenir médecin. Oui, on continue ses études, c'est tout. D'ailleurs, il y a je connais quelques cas d'infirmières qui avaient commencé les études de médecine. Puis finalement, au bout du compte, on dit, bon, allez, je préfère être infirmière. Je préfère être infirmière, après 2-3 ans de médecine, etc. À partir du moment qu'on développe sa bienveillance. Oui, en tout cas, c'est un livre important pour le métier, pour les gens, parce que vous avez réussi votre challenge. Alors, qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui rentre dans le métier aujourd'hui pour réussir son challenge? Il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Oui. Développer la bienveillance, la vigilance, la bienveillance. Oui. Non, mais vous dites ça avec beaucoup d'émotion d'ailleurs. Voilà. Je crois que c'est nécessaire. Mais oui, c'est nécessaire. Oui. C'est nécessaire, surtout par les temps qui courent. Est-ce que les gens qui ont été dans votre formation, vous les voyez encore? Est-ce que ces gens ont suivi la ligne? Oui, beaucoup d'entre eux. Oui. Et qui m'appellent, qui me demandent conseil des fois, puisque je suis déjà à la retraite. Hein. Oui, je sais bien. Voilà, mais c'est avec joie d'ailleurs que je les rencontre. Oui. L'autre question que je me suis posée, pourquoi il y a plus d'infirmières que d'infirmiers? Il n'y a pas de réponse. Ce sont des choix, mais il y a pas mal d'infirmiers, vous savez. Il y a beaucoup d'infirmiers. Il y a même des sages hommes. Oui, mais pas beaucoup. Pas beaucoup quand même. Il y en a pas. Oui. Bon, non, mais dans le métier, il y a plus d'infirmières que d'infirmiers. Bien sûr, c'est un métier avant tout féminin. Ça veut dire que c'est un métier féminin? Je ne sais pas si c'est un métier féminin, c'est un métier Parce que même les formatrices, les gens comme vous, enfin j'en ai connu d'autres, il y a beaucoup de formatrices qui sont, enfin des gens qui font de la formation. Il y a des formateurs aussi. Il y en a quelques-uns. Il y a des médecins qui vont. Seulement, Madame Jas m'avait expliqué comment ça se passait. Mais cela dit, le milieu hospitalier a beaucoup évolué quand même. Heureusement. Heureusement quand même. Vous, en tant que, je vais dire, citoyen. Oui. Même si vous n'êtes pas forcément malade, hein, mais vous voyez quand même comment il y a des évolutions, mais enfin, il y a encore à faire. Hein. Ah bon? Oui, il y a encore à faire, oui. À quel niveau? Mais c'est un métier qui est en mutation, qui va encore évoluer. Vous savez, avec l'intelligence artificielle maintenant, il y a beaucoup de choses qui vont se faire plus facilement. Certainement. Mais déjà, les chirurgiens on aura toujours besoin d'infirmiers et d'infirmières, ça c'est clair. Mais on aura toujours besoin de la bienveillance et de la tendresse. La relation humaine est indispensable. Voilà, absolument. Pas encore de signature prévue? C'est-à-dire que, où vous voulez dire? Parce que chez moi, j'ai déjà fait une présentation, par exemple. Chez vous, chez moi, c'est François, dans mon environnement. Oui, mais pas encore votre éditeur va sûrement prendre des dispositions pour agrandir, pour élargir. Bon, dès qu'on aura l'information, on va la recouter. Et je vous transmets publiquement le bonjour d'une personne qui vous a connu, M. Girand. Oh, merci. On n'a pas oublié de dire bonjour. D'accord. Donc, voilà. Il a été non seulement mon élève. Ah, il a été votre élève. Ah, d'accord, il a été votre élève. D'accord, ok. C'est bien du même Girand qu'on parle. Hein? Oui, Michel, Michel. C'est un bon élève. Il a écouté là, il a dit, mais c'est pas non, c'était un garçon sérieux. Oui, c'est un garçon sérieux et engagé aussi. Un garçon sérieux et engagé. Très engagé. Engagé surtout. Surtout. Non, je l'ai rencontré il y a à peine 2 jours. Oui. Dites-moi, vous avez lu cet ouvrage? Le polisson du PSG. Non. Ah, il faut le lire. C'est vrai. En tant que femme, je vous conseille fortement de le lire. Oui. Ah non, surtout polisson. Je ne dis pas davantage. C'est polisson dans le sens martinique. Je ne dis pas davantage. L'auteur est là. C'est une vision personnelle, d'accord, de l'homme qui se reconnaît. Commencer par lui et bien d'autres. Et de la femme aussi. Et de la femme aussi. Voilà. D'accord. 13h26. Donc je rappelle sortie de 2 ouvrages l'édition Nestor, le polisson du PSG et sur des challenges. Mes challenges, pourquoi pas, Madame Geneviève Bruno, de livre à lire. Quand vous êtes infirmière, il faut avoir ça. Et en tant que Guadeloupéen ou Guadeloupéenne, il faut avoir lu ces 2 ouvrages. Voilà, 13h27. Je vous remercie d'être venu. C'est la deuxième pause. Et puis, il y a autre chose de prévu après ce livre? Vous avez quelque chose dans les tuyaux, comme on dit? Oui, je dois présenter à Warouac. D'accord. Avec Corinne Saint-Luce. D'accord. Voilà. Et vous aussi, il y a un livre, un prochain ouvrage? Il y a un livre dans les starting blocks. Je peux simplement lâcher. C'est une question de révolte. Vous me demandiez par rapport à un ouvrage. Oui. Est-ce que vous avez un ouvrage prévu, un autre ouvrage? Oui, aussi.
Bon, ben c'est bien. Ça prouve que la Guadeloupe a de la créativité. 10h27, voilà. Fini pour ces deux auteurs, une autrice et un auteur, Madame Geneviève Franciane Bruno. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être venu. Et à bientôt. À vous. Oui. Merci. 13h33, suite et fin du ZCL du mercredi 21 mai, mercredi comme toujours culturel, puisqu'on a déjà parlé de livres avec deux auteurs, Lucien Fulcher et Geneviève Bruno, infirmière, et l'autre écrivain. Et là, on va recevoir deux femmes, Raïssa Nagapin, bonjour. Bonjour. Namasté. Namasté, Vanakam. Et Martine Fazer. C'est deux moules, c'est ça? Oui, c'est le moule. Oh là là là. Le moule dans tous ses états. Bon, enfin bref, j'ai rien dit. Bon, alors, on finit rapidement avec l'actualité. Ciné débat sur les luttes ouvrières d'aujourd'hui, c'était hier au soir à Bimao. Un petit texte rapidement avec Vianney Valverde, c'est parti. Il s'agit effectivement de mettre en valeur et en exergue l'ensemble de l'histoire de la Guadeloupe. Et cette année, on a choisi la réforme foncière de 1975 et de faire de la transmission aussi pour les enfants des écoles, puisque depuis hier, on reçoit à peu près une centaine d'élèves, hier 200, et jusqu'à vendredi, on reçoit encore d'autres élèves des CM2 de la Guadeloupe, de façon à ce qu'ils puissent effectivement étudier leur propre histoire, puisque notre projet culturel est autour de l'identité culturelle de la Guadeloupe et des Guadeloupéens. Soit là, Raï Palais, grève qui fait en 1975 à l'entour à Chapelle-Grosse-Montagne. Et à l'époque, on était responsable à comité de coordination qui était rassemblé toutes les organisations qui étaient menées grève là. Donc, là-dedans, tu as MRJC, tu as JOC, tu as Communauté chrétienne, tu as l'UTA, tu as l'UPG, tu as l'UGTG. Et moi, tu es responsable à ces syndicats-là. Ce soir, ça sera la projection du film La Machette et le Marteau. Donc, c'est un film qui relate effectivement la réforme agraire de 1975 et puis la révolte des paysans de la Canne en 1975 autour du prêtre M. Céleste, le père Céleste. Donc voilà. Donc ce soir, il y aura un débat avec de nombreux invités et les projections ont démarré hier avec les élèves et aujourd'hui, ce sera pour le tout public. Ça fait partie des derniers témoins vivants qui est capable encore de parler de ça et de montrer pourquoi est un mouvement 75 et qu'a mouvement 75 porté, parce que d'après moi, le mouvement 75 c'est un des plus grands mouvements sociaux qui jamais né en Guadeloupe. Et ces mouvements qui permettent de résoudre un paquet de problèmes. Pas un problème à travailler, ils permettent de résoudre, mais ils permettent aussi de créole en ballon, qui fait aujourd'hui jour créole, il est invité de tous côtés, il est premier d'ouvert. Il bat gros cas en ballon, puisque nous avons aujourd'hui là, mais il faut songer en 75, Guy Conquête jouait tous les soirs devant chapelle là pour te soutenir une grève là. Il y a d'autres joueurs aussi, mais c'était surtout lui qui était devant. Donc, gros cas là prend ballon, et puis peuple là aussi apprendre à assembler, à aimer, à rentrer en solidarité. Et il y a qu'à croire que c'est un mouvement qui, disons, qui fait date dans l'histoire, toutes les luttes qui menaient dans le pays Guadeloupe. Le nom du film, c'est La Machette et le Marteau. Il a été fait par Gabi Gvisson dans les années 70. Alors, culturel, je dis qu'on va recevoir Martine et bien sûr aussi Raïssa Nagapin. Raïssa Nagapin, origine, ce sera le 23 mai à Félix Poto. Qu'est-ce que c'est comme spectacle? Alors, Origine, c'est un spectacle de mémoire. Un spectacle d'histoire qui retrace un petit peu l'arrivée des Indiens en Guadeloupe en première partie et en deuxième partie qui parle un petit peu d'une histoire d'amour interdite en mettant en avant le système des castes en Inde. D'accord. Ça a fonctionné en Guadeloupe, les castes? Pas directement, on va dire plutôt indirectement quand même. Lorsque nos parents sont arrivés, je pense que oui, c'était quand même présent. On ne peut pas le renier. Il faut bien dire que les castes, c'était une catégorie d'Indiens en Inde. Catégorie sociale, donc sur une certaine échelle. Voilà. Oui, qui n'a pas été vraiment reproduit. Alors, spectacle de danse, j'imagine? Alors, spectacle de danse aussi avec un peu de théâtre, parce que c'était important qu'on puisse faire comprendre au public de quoi il s'agit et que le public puisse comprendre l'histoire de ce spectacle. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur scène, je veux. Oui. Ouais.
Oui, on est à peu près une cinquantaine d'artistes, danseurs, musiciens confondus, etc. Et des personnes qui vont justement jouer la scène, donc les artistes. C'est particulier parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, la danse indienne c'est beaucoup popularisé par rapport à l'époque de Ragoubert où c'était un petit groupe d'indo-guadeloupéens. Maintenant, ça a pris notre proportion. Ah oui, bien sûr, grâce au Bollywood, je dirais, puisque effectivement, au niveau des danses traditionnelles de l'époque, on a... C'est du Bharata quand même, Natyam, que vous faites? Alors moi, je suis danseuse professionnelle de Bharatanatyam. Donc j'ai eu mes diplômes, j'ai passé mon Arangetram, qui est on va dire la passerelle pour devenir professionnelle. Oui. Je continue à passer encore des diplômes. Là, je suis niveau master avec l'Université de l'Inde. Et j'ai encore 3 ans, donc c'est très difficile, mais je m'accroche. Vous faites l'aller-retour régulièrement? Oui. Chaque année, oui. Mais ça ne veut pas dire quand même que les danses traditionnelles indiennes vont disparaître. Ah non, pas du tout. Et d'ailleurs, dans le spectacle, je fais un clin d'œil justement à notre partie traditionnelle qui, sans cette partie, on n'aurait pas eu ce Bollywood aujourd'hui. Oui. Donc on fait quand même, on remercie un petit peu cette partie traditionnelle qui nous a permis cette évolution. En fait, c'est notre Bollywood guadeloupéen. On va pas dire ça quand même. Le Bollywood, c'est vraiment une modernisation de la danse traditionnelle indienne. Ouais. Mais oui, mais alors, ce que je veux dire, c'est que la danse traditionnelle indienne qu'on fait en Guadeloupe, j'ai vu depuis des époques, comment s'appelait ce monsieur Desabim qui est mort aujourd'hui, qui faisait la danse traditionnelle. Est-ce que cette danse évolue vers du Bollywood ou bien est-ce qu'elle reste fermée à ce qu'elle était traditionnellement? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la danse traditionnelle est plus en lien avec le spirituel. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, tandis que le cultuel. Le spirituel, le cultuel. Et donc, le Bollywood, c'est vraiment plus moderne. On a d'autres rythmes. C'est du spectacle. C'est autre chose. C'est du show, c'est de l'émotion. Mais là, la partie traditionnelle, c'est vraiment... On touche plus au... On va pas dire religieux, mais quand même à la partie un petit peu spirituelle. Alors, donc, dans Origine, on aura les deux? Oui. Ouais. Donc, Origine, c'est 50-50 ou 60-40? 50-50. Enfin, non, quand même. C'est-à-dire que la première partie, c'est vraiment, je raconte l'histoire de l'arrivée des Indiens, mais sous une facette, on va dire, différente, puisque il y a des choses qui sont encore trop méconnues pour moi. Que je voulais mettre en avant. Parce que peut-être que quelqu'un pense que voilà, les ancêtres indiens ont eu un contrat et ils ont été logés, nourris, etc. Sauf que l'histoire n'est pas telle qu'elle. On était juste après le système esclavagiste, donc on était encore dans un système esclavagiste. Et ça, la nouvelle génération ne sait pas ça. Ne sait pas les souffrances de l'ancienne génération. Exactement. Et ça, je le fais ressortir dans le spectacle. Là, le public vient et il en ressort. On a fait déjà une première séance à Robert-Loison. Vous avez fait ça au Moule il y a quelques semaines. Le 3 mai, pardon, à Robert-Loison. Et on a écouté les commentaires du public et des personnes qui ne connaissaient mais strictement rien à la culture indienne nous ont dit, mais ils en ressortent mais plein. C'est-à-dire avec plein dans les yeux, plein dans le cœur, plein en connaissance surtout, puisque c'est un spectacle un peu pédagogique, on va dire. La première partie, c'est vraiment... c'est normal. Oui, et en fait, c'est important pour moi que la nouvelle génération puisse connaître l'histoire. Donc, la nécessité de garder la souche. Oui. Donc, on a cette partie traditionnelle dans la première partie de tableau. Et la deuxième partie bollywoodienne. Voilà, on va dire que c'est plus l'histoire d'amour avec le côté Bollywood, l'histoire d'amour interdite entre un homme et une femme et le système des castes aussi. Et c'est vous qui avez tout rédigé, tout préparé? J'ai tout conçu. Je dois avouer que ça fait déjà 7 ans que j'ai écrit cette histoire. Quand même, oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai eu un gros frein. J'ai jamais voulu me lancer. Pourquoi? Mais simplement parce que je savais que ça allait me coûter financièrement. Tant financier et au niveau de temps aussi. Il faut avoir du temps pour préparer ça. Et en fait, ce qui m'a fait vraiment, qui m'a poussé, c'est le fait d'avoir fêté les 170 ans. L'année dernière, je me suis dit non, il faut quand même il faut que j'essaie. Et puis il y a chaque derrière quand même. Oui, voilà, il y a l'association, bien sûr. Il y a aussi des partenaires quand même qui ont, ils nous ont pu nous aider. Mais c'était difficile. C'est difficile de pouvoir mettre en place toute cette... Alors, est-ce qu'un spectacle comme ça, vous pouvez un jour le jouer en Inde? Oui. Parce qu'ils ne connaissent pas cette danse traditionnelle. Alors, ils ont oublié ça. C'est vrai que je n'ai pas pensé à l'Inde tout de suite, mais j'ai pensé à la Martinique, la Guyane, Trinidad, et j'ai déjà contacté là-bas. Parce qu'on a la même histoire dans la diaspora indienne. Donc tout le monde va se retrouver. Pas la Réunion.
Si, la Réunion aussi. Après, c'est plus loin, délicat aussi avec les billets d'avion. 2 jours de voyage, d'accord, je sais. Voilà, mais en tout cas, je pense qu'ils vont accrocher aussi. Le public extérieur va accrocher, puisque c'est la même chose, avant de faire le rappel, quand vous faites vos études là-bas, en Inde, vous arrivez à parler de ce que j'appelle l'indiaspora? Alors moi, quand vous dites parler, c'est plutôt l'anglais, qu'on communique en anglais. Et puis il y a des mots... Mais ils sont quand même conscients qu'il y a quand même une communauté indienne en Guadeloupe, quand même. Alors je dirais que c'est très difficile. Ils commencent à le savoir. Commence à le savoir grâce aux manifestations comme Miss India que je réalise depuis 17 ans, parce que la première année, on m'a dit c'est où la Guadeloupe parce que c'est près de l'Afrique. Donc j'étais quand même fière de montrer que dans notre Guadeloupe, notre petite île, qu'il y a quand même toute cette... Oui, qu'il y a quand même toute cette culture voilà, mixte. Et en fait, l'Inde en elle-même, je ne pense pas qu'elle s'intéresse spécialement. C'est tellement grand, voilà, à la tellement de choses. Bon, c'est vrai que pour elle, la diaspora, bon, si elle fonctionne, tant mieux. Oui, voilà. Mais vous avez déjà votre passeport? Non, pas encore. Pas encore? Je n'ai pas encore fait, mais je sais que ça devrait être plus facile maintenant depuis ce que monsieur... Depuis que l'ambassadeur. Oui. En tout cas, donc rendez-vous le 23. C'est un one-shot? Oui. Oui? Oui, oui. Il n'y a pas d'autres derniers? On est en train de voir. On est en train de voir si on pourrait se reproduire encore. On verra. Oui. Mais là, on est plus ciblé aussi sur, comme je le disais, sur la Martinique, la Guyane. Voilà. D'accord. Je vais vous donner une adresse tout à l'heure. Bien. Alors, Martine, bonjour. Merci d'être avec nous comme le mercredi c'est prévu. De quoi on va parler aujourd'hui? Générique, on revient vers toi tout à l'heure. Bien, bonjour le moule. Bonjour, La Pointe, Basse-Terre, Saint-Claude, Trois-Rivières, le Sud. Bien, bonjour le Sud. Ça va bien, Danick? Ça va, ça va. Ok. Eh bien, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs, auditeurs, et puis au fan club, au Moulin aussi. Oui, bonjour Madame Aïssa. Alors, oui, bonjour. J'étais subjuguée par tout ce qu'elle disait. Je l'écoutais avec beaucoup de... Et je regrette infiniment de ne pas pouvoir être là, puisque j'ai un événement à la même date. Je vais en parler tout ça à vaut le l'heure. déplacement. Ouais. Oui, et c'est vraiment dommage que je ne puisse. En tout cas, bien écoutez, chers auditeurs, téléspectateurs et tout ce petit monde, ravi de vous retrouver, mais et ravi de retrouver aussi les gens de la technique. Alors, j'ai une petite introduction sur justement de la mémoire, puisqu'on est sur cette période-là, au mois de mai, la mémoire. On va beaucoup en parler, presque tous les sujets, tous les agendas sont autour de cela. Mais je voudrais faire en entrée un petit focus sur un travail qui a été fait par la Direction des Affaires culturelles en Guadeloupe et qui, en ces temps mémoriaux, la DAC, c'est aussi approprier ce temps-là, mais elle, pour davantage revenir sur ce qu'on appelle un pilier de la culture guadeloupéenne, à savoir le gros cas. Donc il y a tout un texte qui a été produit, une recherche qui a été faite avec voilà un petit résumé que je vous ai préparé là. Justement, puisque la DAC considère que ce gros cas est un véritable pilier, héritage de notre passé colonial en Guadeloupe, et c'est devenu aujourd'hui en même temps une expression culturelle qui est partagée par l'ensemble des Guadeloupéens et l'ensemble des communautés et bien au-delà. Voilà, et il a été inscrit, on le sait, depuis 2014 sur une liste, mais j'y reviendrai. Alors évidemment, parler de la Guadeloupe sans parler du gros cas, c'est difficile aujourd'hui, puisque le gros cas, au-delà de ce mot, mêle à la fois de la danse, on le sait, de l'instrument lui-même gros cas, plus également la voix. Donc tout cela, c'est ce qui construit le gros cas, qui est rythmé avec bien sûr donc des tambours, des chants, et on répond en créole. Le créole guadeloupéen, bien sûr, à ne pas confondre avec le bélé martiniquais, mais ça aussi, ça sera un prochain temps avec vous. Et cette pratique est aujourd'hui vraiment profondément ancrée dans notre archipel, évidemment après des années où c'était rejeté, où on a connu toutes ces difficultés, où on parle pas créole, on ne joue pas le gros cas, bité un viennègue
et Madame a vieilli, comment on va dire, sa comportement aussi. Et l'anecdote, c'est que je me rappelle beaucoup plus jeune, une de mes tantes partait danser au Les Roses. Ça se faisait très peu à l'époque que les femmes allaient danser le gros cas, et surtout un Les Roses, puis un Vieux-Nègre et Vieux-Négresse, eh bien, elle se faisait huer par les membres de sa famille, parce qu'ils voyaient là vraiment un mauvais œil qu'une femme puisse aller danser vulgairement comme ça sur une plage entourée d'hommes avec des gros tambours. Alors, ça se faisait pas. Aujourd'hui, on plébiscite les femmes qui dansent le gros cas devant les gros tambours, donc les temps ont vraiment changé. Il faut remonter pour ça au XVIIe siècle, quand même, pour trouver les premières traces venant des Africains déportés et mis en esclavage en Guadeloupe. Danser, chanter, faire résonner le tambour était un acte à ce moment-là de résistance face à la déshumanisation de leur et à la culturation qu'on leur imposait. Donc la pratique se transmet ensuite de génération en génération, et à partir des années 60, dans le contexte d'un mouvement nationaliste, le gros cas s'étend à toute la Guadeloupe. Oui. Pour devenir aujourd'hui pratiqué par tous les groupes ethniques et religieux du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, et donc qui a été valorisé auprès de l'UNESCO. Donc le gros cas, un rythme de vie sociale aussi en Guadeloupe, festivals, manifestations diverses, mais aussi de cérémonies religieuses et veillées funéraires, et bien sûr le carnaval. Et dans les dernières veillées où je suis allée, la dernière, c'était quelqu'un qui était très proche du gros cas, et c'est vrai que toute la veillée a été, on va dire, enchanté, si on peut le dire comme ça, par des maîtres cas qui étaient là et qui ont accompagné toute la soirée. Et c'est vrai que tu ressens à ce moment-là que ce sont tes tripes, parce que ça parle à tout le monde. Toutes les personnes qui sont là viennent se joindre pour frapper des mains, pour donner la voix, pour faire les répondeurs. Il y a vraiment une osmose qui s'installe à ce moment-là, qui est assez spectaculaire, mais très simple. Elle se fait naturellement. Transmettre le Gurkha et tout ce qui est sa facture instrumentale. Aujourd'hui, de nombreuses écoles et associations existent en Guadeloupe, et d'ailleurs aussi en France hexagonale, et contribuent majoritairement à faire la transmission de cette pratique. La transmission, elle se fait aussi au sein des familles aujourd'hui, ou entre amis. Et voilà, ça tient une place très importante dans notre quotidien et dans notre culture. Et je conclurai par... c'est en 2013 que le Gurkha a été inclus à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel, et ce, depuis 2014, il figure sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, donc auprès de l'UNESCO. En 2010, l'Institut national des métiers d'art a décerné le titre de maître d'art à l'un des facteurs restaurateurs du cas de l'archipel. J'ai oublié de mettre son nom, mais je suis sûre que tout le monde le trouvera, sinon je vous le redonnerai. Je fais une bêtise là. Et c'est ce qui est vraiment une reconnaissance également pour ceux qui sont capables de fabriquer cet instrument. Voilà donc ce que je voulais dire sur le Gurkha, puisque ce mois mémoriel, eh bien, il en fait partie intimement. Et qui ne fait un événement de mémoire sans qu'il y ait au moins un instrument présent. Il y a du Gurkha dans votre... Oui, c'est ce que j'ai vu la promo. C'est un clin d'œil, oui. C'est un clin d'œil. La rencontre. Donc maintenant, je passe à quelques agendas. Je ne sais pas le temps qui m'est imparti, mais plusieurs petites choses. Il reste plus que 2 jours pour vous pour aller à la médiathèque Yvon Le Borgne à Port-Louis, où on présente l'exposition 1848, une aube de liberté. Et là encore, je précise que presque tous les petits agendas que j'ai retenus cette semaine sont autour de ce mois mémoriel et autour d'événements qui sont... comment dirais-je, en hommage à la mémoire. Et ce, donc, c'est un événement qui est inscrit dans l'abolition de l'esclavage de Guadeloupe, si possible, et qui est aussi dans le Fort Enfant-Mis. Ça se tenait à partir du 7, mais comme c'est jusqu'au 22, j'ai tenu quand même à vous préciser qu'il y a encore 2 jours pour aller voir cette exposition. Elle fait découvrir l'esclavage et ses abolitions donc de 1848 au travers de la vie des habitants, de l'évolution de la législation de l'époque, de législation esclavagiste, du contexte abolitionniste qui existait à ce moment-là et de l'abolition en Guadeloupe plus particulièrement. Donc une exposition qui a été conçue et proposée par les archives départementales de la Guadeloupe. Donc l'entrée est libre. C'est le moment ou jamais d'aller à cette exposition. Il reste plus que 2 jours. La ronde au combat.
une manifestation encore consacrée aux arts de combat noirs. Et ça, au travers de ça, cette manifestation, on retrouve des choses qui sont parfois oubliées, des choses qui sont à l'ordre du jour, mais portées par d'autres aussi. Par exemple, le maillolet. Le maillolet, c'est uniquement au Moule aujourd'hui qu'il y a la plus grosse association de maillolets et qui perpétue la tradition. Que voulez-vous? Je n'y peux rien, c'est le Moule. Et donc, le Bénaden, le Sauvé Vaillant, ça aussi, c'était au Moule, à la sortie du Moule, en allant sur comment s'appelle cette zone à Saint-François. C'est là où on avait les luttes des Sauvés Vaillants. Et il y a un lieu qui s'appelle comme ça aussi. Oui. Et la capoeira. Moule, c'est la capitale de la Guadeloupe, visiblement. Ben, presque le nombril. Culturellement, presque le nombril. Pas tout à fait quand même, mais... Presque, ouais. Presque. Et puis la capoeira, effectivement, qu'on connaît plus... Je suis du Moule. On savait qu'on était à Bala aussi. On l'ombrique à famille, on a déjà passé là. Marguerite. Oui, à Sainte-Marguerite, mais tout près de moi. Tout près, en plus. Ah oui, je ne suis pas loin de là. Et donc, je disais la ronde au combat, donc on vient d'en parler. Donc, c'est toutes ces danses, tous ces combats qui se faisaient. Et je peux dire, mon père, qui était un homme vaillant, eh bien, à cette époque-là aussi, on ne tirait ni couteau, ni fusil. Un vrai homme. Et je le dis pour ceux qui m'écoutent, hein, un vrai homme, c'était des mains, des poings. Et c'est pour lui qui a couché l'autre là à terre qui gagnait. Alors aujourd'hui, c'est trop facile d'avoir des instruments qui font mal et qui tuent et qui font de la souffrance en Guadeloupe. Alors, combat vaillant, bas d'azote, avec des mains azote, poings azote, et nous qui voyons qui est plus fort. C'est ça, un homme. C'est ça, en vaillant. Eh bien voilà, donc c'est une exposition sur cette manifestation. Cette manifestation, est organisée par le conseil départemental en partenariat avec une association qui s'appelle CGE, Culture guadeloupéenne et caribéenne de combat. Cette manifestation fait partie de la programmation du mois des mémoires. Un autre programme... donc c'est les 23 et 24 mai. Hein. Oui. Ensuite, vous avez bien sûr un autre événement. Combien de temps encore, Danick, pour donner deux, trois petits rendez-vous encore au Musée Art. Donc ça, c'est une conférence expérience sensorielle, pratique immersive. Qu'est-ce que les arts de combat noirs? C'est toujours autour de ça, avec Olivier Malo, historien, et Mike Bureau, maître de capoeira. C'est une expérience guidée pour apprendre à surmonter ses peurs et savoir comment effectivement répondre à des problématiques justement où on est confronté à l'autre. Immersion, temps de parole autour de retour d'expérience également, autour de ce temps de partage. Ça, c'est le 23 mai et c'est au Musart. Oui. Le samedi 24 mai, il y a aussi à partir de 9h à Saint-Claude-Lamentin, Pointe-à-Pitre, Le Moule, des ateliers d'initiation à la capoeira avec les associations donc, que je viens de nommer, CGC, Graines d'Amour, Fumerolles, Vamos, Curtir. Donc il y a sur Saint-Claude-Lamentin, Pointe-à-Pitre et Moule des initiations à ces différents combats. Ainsi que le samedi 24 après-midi en soirée de 16h à 21h, place de la Victoire à Pointe-à-Pitre en partenariat avec la ville de Pointe-à-Pitre, la ronde au combat et performance de graffiti vous seront proposés. Donc il y a beaucoup de choses dans ce La suite, Martine, il te reste une seconde. Il me reste une seconde, je vais parler du mur de la mémoire des ancêtres, c'est du 24 au 31 mai et c'est une exposition Le Mur en mémoire et c'est à Port-Louis. Et je vais parler du Salon Senior qui se fait demain, à partir de demain. Où ça? Ça se passe où? Ça se passe donc au complexe sportif Michel Benjamin, on appelait ça avant la plaine... C'est aux Abîmes, ça? Oui, Abîmes Pointe-à-Pitre, hein, c'était la plaine Loricis, la plaine Grand Camp, et c'est sur 3 jours à tour des seniors et avec une marraine qui s'appelle Madame Eliane. Eliane comment? Guigou. Voilà, voilà, Guigou. Et donc, nous aurons donc des stands à vous proposer, mais surtout des conférences autour du thème principal qui est cultiver sa mémoire et bien vieillir. On vous attend donc à partir de 10h demain pour l'ouverture officielle et ce vendredi, samedi, dimanche, avec défilé de mode senior également, spectacle de danse et cours de danse fitness géante pour ceux qui auront envie de transpirer un petit peu. C'est pas tout? Et j'en ai d'autres encore. Mais tu m'as dit Centre culturel Sonis, jeudi 22 mai, Douvent. C'est l'association Voix Qualité et c'est avec Marie-Line Dahomey qui est accompagnée d'invités de grands talents. Là aussi, un spectacle à ne pas manquer. Donc, je vous le répète, c'est jeudi 22, c'est au Sonis. Une cérémonie hommage également officielle est réalisée avec un texte inédit d'Ernest Pépin, en écho à une proposition chorégraphie de Nati Montella pour un lecteur, une danseur, un danseur, une danseuse, du piano, du cas, 19h, soirée artistique, David Muret,
Christian Lavezo. Concept Cabane sera là aussi pour clôturer la cérémonie de les roses. Ça s'est placé sur le thème de la mémoire et le partage, bien évidemment. Donc, toutes les informations sont sur le site du Conseil général. Oui. Et j'ajoute pour le moule, un colloque le 28 et le 29 mai. Oui. À Néron. À Néron, absolument. Très important, un colloque international sur l'abolition de l'esclavage. Sur l'abolition de l'esclavage. Avec monsieur Romana, que tu connais bien. Que je connais très bien, effectivement. Et puis, voilà. Bon, il y a tout plein de choses, mais voilà. Et on dira la semaine prochaine, tu parleras un petit peu de Terre de Blues, Alors, Terre de Blues, je voulais en parler parce que je suis allée à la conférence de presse de Terre de Blues. Un très, très beau programme. Ils ont vraiment amélioré les choses. Au-delà des artistes incroyables, ils ont essayé de mettre sur les 3 jours des artistes de niveau internationaux, de sorte que dès le premier jour, il y a eu vraiment beaucoup de réservations et ça a fonctionné. Alors, je ne vais pas parler de la bande à Carnot, mais de Joe Douet-Filé, donc haute en musique, qui est dès le premier jour. Et Burning Spear sera là, en plus. Et, exactement. Et Buenaventura, Yuri. Et puis surtout, ce que je voulais dire et féliciter, c'est que maintenant, il n'y a plus de véhicules du tout. En location, c'est difficile, mais ils ont mis en place des minibus qui seront là, qui vont tourner toute la soirée pour permettre à tout le monde de joindre l'ensemble des lieux et également des sites. Merci Martine, 13h58. Je rappelle qu'on a reçu en début du ZCL Rodrigue Solitude, directeur général du CTIG, qui nous a dit un petit peu que la situation s'améliore au niveau touristique en Guadeloupe par rapport à l'année dernière. Il a parlé de l'application Hello Guadeloupe qui est disponible et sur laquelle on a toutes les manifestations, y compris le tour de la Guadeloupe. Et bien sûr, si Origine voulait se mettre dessus, là, pas de problème, c'est gratuit. On a reçu Jackie Jalem, c'est un spécialiste de la danse du Goka. Il fait donc l'école Lab Cabois jeudi 29 et samedi 31. Il faut s'inscrire au téléphone. Il a donné un numéro de téléphone, je le répète, 57 40 12. Pagnolo place, mais Carité place toujours. Donc, à voir. On a reçu Lucien Fulcher. Et pour son ouvrage, on va le voir, voilà, le polisson du PSG, il faut absolument lire ça, Martine. Ouais. Ah non, il faut lire ça même. Je dis ça pour Aïssa aussi, pour les femmes et pour les hommes, il faut lire ce bouquin, il faut le déplacement, vraiment. Et puis on a reçu Madame, comment elle s'appelle ? Madame, il faut pas que je perde mon fil. Oui, Madame Bruno, Geneviève Bruno, réussit une des challenges, une ancienne infirmière qui a formé beaucoup d'infirmières. Elle a peut-être formé Martine, je ne sais pas. Non, ou déjà formé. Bon, ensuite, on a reçu et on reçoit toujours Raïssa pour son spectacle Origine, c'est le 23 mai au Félix Poto. C'est organisé à ouverture des portes à 19h, tarif unique 20 €. Et c'est un spectacle à ne pas rater vraiment sur les origines des Indiens, l'arrivée des Indiens de 1854 et toutes les souffrances des Indiens de la Guadeloupe pendant jusqu'à récemment encore, parce que le racisme anti-indien, on en parlait hier, on disait ça n'a pas encore vraiment disparu. Et Martine qui nous a fait un agenda. Sinon, l'actualité, c'était, je le dis, la signature de la Convention pour le lancement du Conservatoire botanique, c'était sur la biodiversité, c'était avec à Guayave, avec Charlie Dagonia, la signature du CSBD à Goubert pour réduire un petit peu la délinquance chez les jeunes, et le ciné-débat sur un film qui existe toujours, qui date des années 70, La Machette et le Marteau, qui a été joué hier soir au cinéma à Bémao. Voilà, j'ai tout dit. J'envoie un petit bonjour à Chantal, il dit moi il ne faut pas oublier, puisqu'il regarde souvent l'émission. Il est 14h01, on remercie Jordan pour la réalisation, et puis on se retrouve demain. Demain, c'est jeudi. De jeudi, on aura encore une nouvelle séquence du ZCL à partir de 2h30. Salut. Merci, bye bye. Merci, madame. Merci, madame. Merci. À bientôt. Avec plaisir. Il y a plus d'un siècle, les âmes courageuses ont traversé les océans pour venir s'installer dans une terre inconnue. Un voyage vers l'inconnu, une rencontre des cultures. Et dans cette terre pleine de surprises, deux âmes vont se croiser. Mais leur amour naissant, peuvent-ils braver les barrières du temps et des traditions ? Dans un monde où les différences semblent insurmontables, l'amour trouvera-t-il son chemin ? Venez vivre cette histoire où chaque pas, chaque note, chaque regard est un voyage, une aventure unique entre l'Inde et la Guadeloupe. Ne manquez pas cette expérience inoubliable. Venez vibrer avec nous et laissez-vous emporter par la magie de la danse. Réservez vos places maintenant.